C'est bon? C'est tout bon. 3, 2, 1. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans ce nouveau webinaire où on a eu envie de vous montrer le florilège de quelques erreurs qu'on observe trop souvent chez les prospects et chez les clients qu'on rencontre. Et c'est des erreurs qui tuent littéralement la transformation des leads en clients. Et pour parler de ce sujet, je suis accompagné d'Aline. Bonjour. Salut Aline, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Bien sûr. Du coup, bonjour tout le monde. Donc, moi, c'est Aline Pérez. Je suis directrice des opérations de Humans et responsable de l'ensemble de nos expertises au service de nos clients. Top. Donc, tu connais plutôt pas mal les solutions qu'on va apporter aux problématiques que je vais te soumettre, du coup. Et pour ma part, moi, je suis un ancien commercial, passé du côté obscur de la force, passé du côté market. Donc, moi, je connais bien les problématiques des deux côtés, des deux bords, puisque je les ai vécues ou je les vis actuellement. Donc, on espère qu'on va pouvoir vous apporter pas mal de valeur sur vos problématiques actuelles. Ce que je te propose, Aline, c'est qu'on rentre directement dans le vif du sujet avec du coup la première erreur Allez, go. qu'on peut voir, c'est des annonceurs qui miseraient tout sur l'acquisition. Or, on fait un constat qui est plutôt douloureux, c'est qu'en moyenne, les leads coûtent de plus en plus cher chaque année. Sur les 2 dernières années, c'est plus de 26%, selon une étude de Content Square. Mais même si on regarde sur une échelle de temps plus longue, sur 10 ans, c'est à peu près plus de 10% chaque année. Donc finalement, le modèle full acquisition où pour aller chercher de la croissance, on demande toujours plus de leads au marketing, ça fonctionne plus, ou du moins ça c'est pas vertueux, ça s'essouffle, parce que on peut pas encaisser un plus 10 chaque année ad vitam. Et donc la question que j'ai pour toi, Aline, c'est déjà comment on explique cette augmentation des CPL tous les ans? Qu'est-ce qui se passe? Tout à fait. C'est une bonne question. Et clairement, c'est des questions que se posent pas mal de nos clients. On voit bien qu'on fait face à un marché qui est de plus en plus complexe. Et là, les stats que je vais vous donner, vous allez voir, c'est des chiffres notamment qui sont issus d'un benchmark qu'on appelle le benchmark digital 2025 de Content Square. C'est un gros organisme d'études. Et donc, en fait, il y a un peu trois éléments d'explication principaux. Le premier, en fait, c'est qu'on a un trafic sur les sites qui est en baisse, qui est en berne. On voit le petit chiffre en haut à gauche, c'est le moins 3%. C'est notamment dû, en fait, à des changements de comportement de navigation, notamment avec l'émergence d'autres, en fait, modes de navigation. Donc, typiquement, la recherche sociale, les marketplaces et plus récemment, tout ce qui est LLM avec la recherche aussi sur les IA génératives. Donc, ça, c'est le premier phénomène. Deuxième phénomène, c'est qu'on a en fait des coûts par visite qui explosent. Et c'est celui qui est à droite, là, c'est le plus 19% qui fait mal. Et quand on regarde, en fait, cette explosion des coûts par visite, elle est liée à plusieurs choses. Déjà, il y a une part de diminution de la part organique dans les trafics des sites. Et deuxième phénomène, c'est la hausse des CPC, notamment sur les dernières années. Et en fait, c'est en plus un petit peu accru parce que finalement, vu qu'il y a une part de l'organique, on compense par plus de trafic payant, donc trafic payant plus cher, et notamment aussi du social ads pour compenser. Et donc, du coup, ça fait qu'en fait, en moyenne, forcément, on remplace une source qui était peu chère par une source plus chère. Et donc, ça tire vers le haut ces coûts par visite. Et ça fait un peu là aussi la transition avec notre troisième point d'explication, en fait, c'est qu'on voit aussi que les taux de conversion sont en baisse, en fait. Donc, moins 6%, là, moins 6,1 sur la slide, et qui s'explique justement aussi par des changements de comportement, des utilisateurs qui sont plus exigeants et qui sont aussi plus mobiles. Et le mobile, il a toujours eu un taux de conversion plus faible, mais forcément, si sa part, elle progresse dans le trafic, ça pèse sur la moyenne. Et on en revient à notre point d'avant, le social ad, c'est aussi un levier où les taux de conversion peuvent être plus faibles, et donc du coup, ça tire vers le bas aussi les taux de conversion. Du coup, ça fait qu'on est sur un marché qui est vraiment en contrainte, on va se le dire, c'est quand même dur, c'est exigeant pour les annonceurs et pour les sites. Et finalement, ça veut dire qu'il faut continuer à investir, parfois et souvent plus d'ailleurs, pour réussir à maintenir un niveau finalement de lead et de vente équivalent. Donc finalement, plus pour la même chose, c'est souvent dur pour tout le monde, clairement. Mais du coup, la question qui se pose et que je te pose, Aline, c'est on fait quoi? Rien et on continue de subir ça ou est-ce qu'il y a une alternative? Et non, heureusement pour nous, il y a une alternative et l'idée, c'est de justement changer de paradigme. Top. Et c'est vrai que chez Ubens, nous, on a une conviction qui est que la bataille du coût d'acquisition, elle se gagne après le clic. Parce qu'on fait le constat que tous les annonceurs
se battent ici pour acquérir du trafic, ce qui est bien normal. Mais nous, on a remarqué que les entreprises qui performent, bah, évidemment, elles continuent à se battre pour acquérir du trafic, à optimiser leur acquisition. Ça reste essentiel, on ne va pas se mentir. Mais là où elles font la différence, c'est sur la suite du modèle économique. C'est sur la conversion et sur la transformation. Et donc, la conversion, on le voit hein, avec les prospects qu'on rencontre et tout, elle est de plus en plus travaillée. Et ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Mais la transformation, elle est souvent oubliée. Donc, c'est là où ça commence à coincer un peu. C'est que la conversion, évidemment, ça vous assure de maximiser le nombre de leads. Et c'est ce qu'on va voir d'ailleurs dans le prochain sujet. Mais la transformation, c'est le maillon essentiel qui transforme l'essai du lead en vente réelle. Et donc, ne pas la traiter, c'est un peu se tirer une balle dans le pied dans la stratégie. C'est ce qu'on va voir aussi après. Mais du coup, chaque chose en son temps. Voyons d'abord comment le sujet de la conversion est impactant. Avec cette deuxième erreur qu'on voulait vous soumettre, c'est celle de laisser finalement des prospects filer entre les mailles du filet. Est-ce que Aline, tu peux nous en dire un peu plus sur ce sujet? Bien sûr. En fait, on l'a vu, hein, c'est ce qu'on s'est dit tout à l'heure, on a vu le trafic qui coûte de plus en plus cher, il est de plus en plus difficile à convertir et donc forcément avec tout ça, ça veut dire qu'on a une part de trafic qu'on laisse repartir sans l'avoir capté. Donc ce qu'on voit en général, c'est 80 à 95% de ces trafics qu'on ne va pas capter, pas convertir finalement et ça, forcément, ça fait mal. Et nous, notre rôle, c'est notamment d'agir sur cette partie-là. Hein, c'est là qu'il faut agir. Car c'est un trafic du coup, qu'on a payé. On a vu plus cher souvent. Donc finalement, si on le perd en plus, c'est un peu néfaste. C'est le double effet, ça fait mal. Du coup, on voit bien plusieurs solutions vont se poser en général et c'est ce qu'on va mettre en œuvre chez nos clients. Se complètent déjà généralement ces solutions-là. Une des premières qu'on met pas mal en place, c'est forcément d'optimiser son site avec du CRO. Donc vraiment d'optimiser son taux de conversion pour l'améliorer en continu. Et ça, clairement, on voit, ça a des bons effets. Là, un des exemples que j'ai en tête, c'est qu'on a un de nos clients e-commerce dernièrement, là, sur des produits de jardin et d'extérieur. On a fait un A/B test où on changeait le bouton de panier. Et finalement, sur un A/B test, c'est plus 12% de taux de conversion sur la version testée. Au final, plus 12% de conversion, c'est 6K sur le premier mois de test, de chiffre d'affaires. Et sur une année entière, c'est 42 000 euros. Donc, ça commence à se faire sentir. Et du coup, pour le coup, c'est en effet des stratégies qu'on déploie pas mal. Après, on le sait, chez les annonceurs, parfois, ces stratégies-là, ça peut paraître compliqué parce qu'il faut du volume ou parce qu'on peut se dire que l'impact technique sur le site, il n'est pas neutre et donc ça peut être un peu plus complexe à mettre en œuvre. Passer par la DSI, tout ça, ça peut être compliqué. Donc, il y a des solutions, heureusement pour nous, un peu plus quick win qu'on peut aussi déployer. Et ce qu'on fait pas mal sur nos clients, c'est tout ce qui est landing page de captation aussi. Donc là, clairement, ça veut dire qu'on va créer une page dédiée, hyper pensée pour la captation de leads, formulaire opti, justement promesse de valeur, réassurance, etc. Et là, c'est l'exemple qu'on a eu dernièrement, pareil, client immobilier, on est passé d'un taux de conversion de 0,69% à 2,09, juste en optimisant et en mettant en place une LP optimisée, justement. Ok, donc attends, je fais rapidement mon petit calcul. Ouais, c'est 3 fois plus de leads, du coup. Ouais, c'est ça. Pour le même budget. Donc là, clairement, quand on est directeur marketing, on ne joue plus au même jeu là. C'est plutôt cool. Clairement, c'est des solutions en effet qui en général font vite la différence. Et pour le coup, dans les autres solutions, parce que là, c'est vrai que c'était plutôt la partie gauche, on le voit au milieu, les autres solutions, sur ce 80-95% qu'on n'arrive pas à capter, c'est classique, c'est le retargeting, hein, c'est pas nouveau, hein, on va se dire, mais pour autant toujours présent et pour le coup parfois un peu dévalorisé, mais qui existe encore et qui a encore tout son intérêt. Là, l'idée, c'est vraiment d'être multiformat, hein, de jouer sur le display, sur l'email, sur le RCS, le SMS. On est sur un classique du genre, mais ça permet de vraiment recibler son trafic perdu qui n'a pas converti tout de suite et dans des comportements finalement de navigation qui sont de plus en plus multitouches, complexes, etc. Ça a tout son sens aussi. Et puis, la dernière solution, c'est le live chat et les scénarios de SMS ou d'appels manqués, par exemple. Et ça, je vais revenir un petit peu après, donc je ne détaille pas plus et on va voir un petit peu ce qu'il en est. Ouais, je veux bien que tu nous illustres tout ça. On veut du cas client, Aline. Je te reconnais bien là. Et justement, un petit cas client pour illustrer. Donc là, c'est notre client Arrêt-Fenêtre, hein, donc client sur la menuiserie. En fait, donc pour ce client-là, on a intégré un outil de live chat. Donc, en fait, grâce à cette intégration de live chat, on a réussi à augmenter son chiffre d'affaires de plus 14%. Donc, clairement, pas neutre sur les adhérents qui ont pu le tester.
Et je vois plus 14%, mais je vois aussi qu'il y a seulement plus 8% entre guillemets de leads. Et donc, ça veut dire que ces leads-là ont été beaucoup plus efficaces pour générer plus 14%. Tout à fait. Ouais, tu as tout à fait raison. En fait, on a vu que ces leads-là, finalement, à chaque étape du tunnel de transformation, ils ont surperformé finalement. Donc, au final, donc, en effet, tu as plus de leads. Et en plus, bah, tu as plus 25% de ces leads qui vont passer en devis. Enfin, donc plus 25% de taux de devis, donc de passage en devis. Et plus 79% de passage en vente, donc de taux de vente. Pourquoi finalement? Bah, c'est parce que c'est lié aussi au format même du live chat. En fait, on va interagir avec ces internautes-là pile au moment de leur pic d'intention. Ils sont sur le site, ils se posent des questions. Et finalement, grâce à une interaction en temps réel, bah, on va y répondre à ces questions-là. Et on va même les préqualifier sans accroc, finalement, sans qu'il y ait de problème Je les d'ergonomie. engage tout de suite, quoi. C'est ça, tout à fait. Du coup, on va pouvoir leur dire, bah, donc, c'est bien un projet de X euros, c'est bien tant de fenêtres, vous êtes plutôt sur tel type de matériaux. Et donc, bah, finalement, ça va être hyper important pour après, bah, finalement, prioriser les traitements commerciaux par la suite. En gros, on va jouer, tu vois, sur des critères de profil, de contactabilité. Et le live chat va nous permettre de récolter ces critères-là supplémentaires et de vraiment transmettre un lead qualifié aux commerciaux. Dans le cas de la RefNet, on avait 9 critères obligatoires qui permettaient de qualifier le prospect comme ça, dont, tu vois, type de produit, disponibilité. Et donc, ça permet d'augmenter aussi le taux de rendez-vous. Et derrière, c'était des humains. Parfois, on se pose la question. Mais en fait, full humain, donc ils vont être formés aussi un peu sur les produits du client. Trop bien. Un autre exemple avec les SMS sur les relances d'appels manqués. Oui, tout à fait. Donc, en effet, là, c'est un autre moyen de capter du trafic perdu. Alors, le trafic, c'est finalement plutôt un trafic d'appels, j'ai envie de dire. Tout à l'heure, c'est vrai que c'était du trafic web. Et là, bah, finalement, on a une manne d'appels qui sont les appels qu'on a des gens qui ont essayé de nous joindre et qu'on n'a pas réussi à avoir, finalement. Donc, tous ces appels qu'on appelle manqués et qui sont finalement autant d'opportunités commerciales qu'on loupe, finalement. Ouais, et c'est pas négligeable, hein. J'ai vu passer des stats, je crois que c'est à peu près 20% des appels qui sont manqués en B2C. Donc c'est un appel sur 5, donc c'est vraiment pas négligeable. Bah, carrément. Tu vois, là, c'est un acteur leader de la menuiserie, un autre. Et pour le coup, c'était 18% des appels. Donc, tu vois, on est quand même pas loin de ton ratio de 20%. Et finalement, avec un scénario de simple relance de SMS sur les appels, en gros, appel manqué, on va renvoyer vers une page de prise de rendez-vous. Bah, on a pu augmenter de 12% les leads et de 25% les clients. Parce qu'en plus, ce sont des leads qu'on convertit mieux. Donc, au final, hyper marquant parce que sur ce cas client-là, tu vois, c'est 340 000 euros de chiffre d'affaires supplémentaire que tu dégages au final, qui était jusqu'alors perdu. Ouais, c'est vrai que c'est impressionnant. Est-ce que tu peux du coup juste nous réexpliquer la mécanique pour être sûr d'avoir bien compris? Ouais, carrément. En gros, donc en fait, on va partir de donc appel manqué qui est mesuré par du call tracking. À partir du moment où il est manqué, en fait, un SMS va partir automatiquement post-appel manqué. Sur ce SMS-là, tu vois, on a 65% de taux de clic à peu près. Et donc, quand ils cliquent sur le SMS, ils sont renvoyés en fait vers une landing page avec formulaire qui va requalifier en instantané leur intention. Bien se dire, différencier finalement des appels un peu informatifs d'appels vraiment commerciaux qui ont un projet et qui ont une intention commerciale. Et justement, sur ces appels cliqués, enfin, sur ces, excuse-moi, SMS cliqués plutôt, justement, 20% finalement vont être des leads commerciaux qu'on va retransmettre. Et finalement, on va pouvoir reprendre un rendez-vous. Et donc, du coup, ça permet d'avoir un modèle où, en plus, on paye uniquement aux leads incrémentaux et sur un format CPL. Donc, en plus, c'est vraiment hyper fair pour le client, quoi. Ouais, c'est un modèle hyper vertueux, effectivement. Top. Donc là, si je résume, donc on a vu comment on pouvait récupérer le maximum de leads provenant de nos efforts d'acquisition. Mais j'ai envie de te dire que c'est maintenant que la course contre la montre commence et que les problèmes arrivent. Et notamment, le troisième problème que je voulais qu'on voit aujourd'hui, c'est une erreur qu'on voit trop fréquemment, c'est celle de négliger le traitement des leads. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des vrais enjeux à ce niveau-là, puisque on voit que on peut doubler nos chances de transformer le lead en client si on le rappelle dans les 5 minutes. On voit aussi que 70% des prospects travaillent avec le premier prestataire qui les rappelle, donc il y a un vrai enjeu de rapidité. Mais il y a aussi un enjeu d'endurance parce que on voit que 80% des ventes se concluent entre la 4e et la 11e relance. Et c'est là qu'on voit le problème arriver, c'est que du coup, on demande aux commerciaux de courir un marathon à la vitesse d'un sprint. Et ça,
En tout cas, moi, j'en suis clairement pas capable, mais je pense que même humainement, c'est compliqué. Même les meilleurs marathoniens n'en seraient pas capables. Pourtant, c'est la clé dans le commerce. Et, et pour le coup, là, il y a des solutions, alors plus ou moins faciles à mettre en œuvre. Et c'est ça que j'aimerais qu'on puisse voir ensemble, Aline, si tu veux Ouais, bien. carrément. Bah, là, de toute façon, les solutions que je vais te présenter, c'est un peu celles qu'on voit qui sont adoptées par nos clients finalement. Ouais. Et on voit plusieurs tactiques en gros qui se dessinent. On les résume un peu en trois grandes, hein, généralement quand on les voit. La première, qui est une des plus fréquentes, c'est la mise en place d'une personne dédiée, qui va être dédiée au traitement des appels, à la préqualification des leads. En gros, c'est une des solutions les plus fréquentes parce que aussi les plus répandues, la plus facile à mettre en œuvre, je Ouais, pense. Et pour autant, on voit bien que ça occasionne quand même des biais chez nos clients. C'est une solution répandue, mais au final, c'est quand même un investissement pour le salaire en direct. Tu vois. Il y a aussi finalement des coûts indirects de management associés, d'autres biais en général, tu vois. Ça peut être la personne elle est malade, comment tu gères ça, comment je fais quand finalement elle est absente, elle est en vacances. Et au final, pareil, quand j'ai pas de lead, finalement cette personne-là, je la paye et pour autant, j'ai pas de lead à lui fournir. Et en même temps, quand j'ai deux leads qui arrivent en même temps et qu'elle est déjà au téléphone, pareil, elle est prise. Donc on voit bien que c'est une solution qui est assez répandue, mais pour autant qui est pas forcément, enfin, qui est adaptée, mais c'est qui pas peut pas hyper spécifique, quoi. voilà, ça ne peut pas répondre à tous les enjeux qu'on a vus avant. Donc souvent, ce qu'on voit dans les autres tactiques adoptées par nos clients, c'est d'autres qui permettent d'avoir finalement un flux de traitement un peu plus large. La deuxième, c'est celle du milieu, c'est le SMS conversationnel. Donc là, grosso modo, on va être sur une préqualification par la technologie finalement. Tu vas finalement avoir quelqu'un qui va, enfin quelqu'un, non en l'occurrence, mais un SMS qui va te permettre d'interagir. Donc soit c'est une personne, soit par l'IA, ça dépend. On a un peu il y a différents modèles qui existent chez les clients. Et là, l'intérêt, c'est vraiment par contre d'avoir une interactivité en temps réel. Finalement, le lead, il arrive, dans les 5 minutes, il va être recontacté avec un système de conversation, finalement, de questions-réponses, qui fait que tu as une interactivité finalement assez forte et une expérience qui est fluide. Du coup, ça permet vraiment d'avoir 100% des leads traités et sur des plages horaires, ou en tout cas horaires et jours assez larges, vu qu'on va être généralement sur des 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. D'ailleurs, tu vois, on voit bien c'est des SMS qui reçoivent une bonne réception, j'ai envie de dire, parce qu'on voit Ouais. que le taux d'engagement, il est autour de 30-40%, donc de plus qu'un SMS justement traditionnel, tu vois. Donc, mine de rien, solution que nos clients adoptent pas mal. Et la troisième, c'est le call center. Donc là, on est vraiment sur le spécialiste finalement du traitement commercial, de la préqualification en tout cas. Dans le sens, généralement, on a un peu les deux tactiques pareilles. Internalisation sur les plus gros annonceurs, des call centers internalisés, ou externalisation. Et là, finalement, pareil, on va avoir une très large amplitude horaire parce qu'on est sur des équipes. Et donc, du coup, en général, on va être sur du 7 jours sur 7. Et pareil, avec un taux de réactivité sur les leads qui va être très fort, on va être pareil à 5 minutes en général de traitement post-prise de contact, quoi. Ouais. Donc, quand on voit les chiffres que tu nous donnais plus haut, finalement, c'est hyper stratégique parce que ça nous permet Ouais, vraiment clairement. de pallier, enfin, d'allier cette présence, plage et réactivité finalement. Mais à voir, du coup, donc là, je crois qu'on a fait un peu le tour sur cette Le troisième tour des erreur. solutions. De savoir ce que c'est la quatrième. Ouais, alors la quatrième, c'est transmettre les leads aux commerciaux sans qualification. C'est que oui, on peut les rappeler vite, reprendre contact vite, mais il faut aussi en profiter pour faire un tri, parce que c'est une erreur qu'on voit trop souvent. Euh, et à ce stade, on a maximisé nos chances pardon, de traiter les leads. Mais l'erreur dans laquelle beaucoup se perdent et qui est finalement la base du désalignement entre les équipes marketing et les équipes commerce, c'est que tous les leads sont transmis aux commerciaux par le market. Or, on le sait, en moyenne, il y a à peu près un quart de ces leads qui ne sont pas qualifiés. Et ça, du coup, c'est très grave parce que on envoie aux commerciaux des leads non qualifiés sur lesquels ils vont s'épuiser. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, les commerciaux vont commencer à se dire que les leads du marketing sont nuls, pour rester poli. Leur confiance va commencer à s'effriter. Ils vont petit à petit les déprioriser, voire même pire pour certains, arrêter de les traiter complètement. On sait que c'est en moyenne 35% des leads qui ne sont pas traités aujourd'hui. Et on a vu, nous, chez des clients, qu'on ne citera pas, mais jusqu'à 90% des leads envoyés par le marketing qui n'étaient pas ouverts par les commerciaux. Oui, carrément. Franchement, pour le coup, on le voit sur les clients,
on observe fréquemment ce genre de biais, voire des clients qui sont obligés de cacher des sources ou autres pour se dire, bah, c'est traité correctement. Et pour le coup, c'est dommage parce qu'en fait, tout le monde tire à la base dans le même sens. Donc, Bah, c'est ça. les Et réconcilier, c'est important, quoi. ouais, d'autant qu'il y a des solutions simples à mettre en œuvre pour mieux qualifier ces leads. Et Alix, si tu veux bien, ben, je veux bien qu'on prenne un exemple et tu vas nous dire ce qu'on peut faire pour améliorer la qualification. Ok. Donc, moi, je suis directeur marketing. Donc, moi, je génère un lead sur mon site. C'est un lead brut. Je n'ai pas beaucoup d'informations globalement. Comment je peux faire pour mieux qualifier ce lead? C'est quoi les étapes que tu me suggères? Ouais, très bien. Bah, on va prendre ton exemple donc, de Maxime Paya, ce fameux. En général, la première étape qu'on peut proposer à nos clients, c'est qu'on va enrichir le lead. En gros, on va aller chercher des informations complémentaires à celles qu'il a déjà fournies et pour mieux le qualifier et donner plus d'informations aux commerciaux. On va aller jusqu'à 19 critères comme ça qu'on peut ajouter dans la fiche finalement contact de ce fameux Maxime. Et comment on fait ça? C'est peut-être la question que tu vas me poser, ou en tout cas que Ouais, nos critères vont se poser, pas de je pense souci. surtout. C'est que, en fait, à une base de données qui s'appelle Profilia, qui est la première base de données française qui réconcilie contactabilité et intention web, et qui est surtout une base propriétaire avec 48 millions de contacts français. Donc, tu vois, ça te permet d'avoir un Ok. bon taux de pénétration sur la population française. Et en fait, dans cette base de données-là, il y a plein d'informations supplémentaires et on va pouvoir venir compléter les leads par un système de match, hein, où on le réconcilie finalement. Et on va pouvoir venir donner des données démographiques, par exemple la date de naissance, le nombre d'enfants ou la profession, de localisation aussi, type code postal, ville, de revenus mensuels. Tu vois, on voit là par exemple dans la petite fiche TSP+, tu vois, c'est la Mhm. profession ou le statut, CDI. De finalement occupation, possession, tu vois, est-ce qu'il est propriétaire, locataire, loueur privé, le type de logement, habitat individuel, habitat collectif, et d'autres caractéristiques. Bah, tu vois, là dans la fiche, on le voit, la maison, enfin, le propriétaire, l'année de construction de sa maison, ça peut être le type de chauffage, les énergies, est-ce qu'il a une piscine, pas mal de critères différents finalement, donc qui vont après plus ou moins s'adapter au secteur. Donc, on va privilégier en fonction avec le client, mais ça permet de comme ça vraiment compléter le lead et pouvoir finalement le filtrer, le prioriser et l'attribuer après au bon commercial pour vraiment qu'on puisse maximiser nos chances de transformer finalement. Ok. Ouais, je vois bien le truc. Donc là, on s'assure qu'il est dans la cible, ou alors qu'il n'est pas dans la cible et du coup on filtre. Comme ça nous permet de pas perdre de temps sur des leads qui ne sont pas dans la cible et donc du coup de courir vite, pour reprendre la métaphore de tout à l'heure, sur les leads qui sont intéressants. C'est déjà très cool, mais est-ce qu'on peut aller encore plus loin, Aline? Est-ce qu'il y a d'autres tactiques qu'on peut déployer? Ouais, généralement, on va coupler ça au fait d'aller un peu plus loin sur son projet, en fait, d'aller dans l'individualisation. Finalement, là, on était déjà dans l'individualisation, mais là, on va pouvoir aller chercher de la fondation encore plus fine et se dire, est-ce qu'il est vraiment intéressant pour moi? En fait, là, on va coupler ça, tu vois, avec la solution de SMS conversationnelle dont on parlait tout à l'heure, qui Ouais. permet une réactivité super forte de traitement et qui permet aussi de qualifier en fait un lead. Non seulement, toi, elle nous permet de traiter en continu, mais d'aller chercher plus d'informations finalement. On va affiner son projet avec des questions finalement qu'on détermine et qui nous permettent de mieux scorer, mieux identifier son Mmh. projet finalement. Donc, on va avoir des clients qui, au final, vont même se permettre parfois des captations un peu plus larges. C'est des formulaires moins affinés et avec moins de questions, mais qu'on va retraiter avec ces scénarios-là. Donc, par exemple, si on prend notre exemple de la menuiserie tout à l'heure, on pourrait se dire, bon, bah, du coup, question SMS après la prise de contact, c'est quoi votre budget? Il nous répond, c'est quoi le délai? Et donc, dans notre exemple ici, tu vois, bah, on va donc compléter sa fiche prospect avec son budget, son délai. Et en fonction de ça, on va dire, bon, bah, délai court, budget dans notre cible, bon, bah, bam, bim, lead chaud, tu vois. Et on va avoir comme ça, lead chaud, lead tiède, lead froid, ce qui va permettre de mettre les efforts aux bons endroits au final. Ok, ouais, de prioriser les prospects qui sont les plus intéressants pour nous. Encore une fois, pour être dans ce fameux traitement des leads Bah, c'est ça, en mode sprint. finalement, ton commercial, s'il a un temps limité, bah, il va peut-être traiter en priorité ses leads chauds plutôt que ses leads froids. Ok. Je vais aller plus loin, Aline. Tu as encore une solution pour moi? Ouais, c'est gourmand, hein, mais je te reconnais bien là. Bien sûr. Et pour le coup, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt se dire, bah, mon lead, il est suffisamment chaud. On prend ce scoring. Et bah, du coup, je vais aller à l'étape d'après et je vais carrément même pouvoir placer un rendez-vous par une solution de call center directement dans l'agenda du commercial, tu vois.
Donc là, finalement, on est vraiment sur le côté mon lead il est chaud, j'ai toutes les informations, tu as toutes les chances de le convertir. J'ai envie de dire, bon, bah, je le positionne et ta valeur, elle est là où tu es le meilleur finalement, c'est-à-dire que charge à toi maintenant de bien découvrir son projet, de récolter les bonnes informations et puis de lui conseiller le bon produit, le bon service. Mais ça permet de pouvoir se dire, bah, finalement, ces efforts, ils sont là où on a le plus besoin de lui et là où il fait la plus la différence parce que c'est là aussi où sont les valeurs de nos conseillers, de nos sales, quoi. Carrément. Je suis bien en phase. Et donc là, avec toutes les solutions que tu nous as données, on a un marketing digital qui est vraiment efficace. On passe d'un lead brut à un vrai rendez-vous qualifié. Et donc avec ça, effectivement, les commerciaux sont dans du velours. Ils n'ont plus qu'à performer, entre guillemets, et faire le job pour lequel ils sont bons, c'est être en face des clients. Ok, ça a l'air super cool, ça, Aline, mais est-ce que tu as des stats, un petit cas client qui nous montrerait l'efficacité de tout ça? Oui, bien sûr. Du coup, si on reprend un de nos clients, là, donc secteur de la menuiserie, vu qu'on en a pas mal parlé, on va le tirer jusqu'au bout du fil des exemples. En fait, tu vois, on a mis en place cette mécanique. Et au final, c'est comme je vous mets là dans le titre, plus 58% d'amélioration de l'efficacité commerciale. Donc, impact vraiment important. Quand tu regardes un petit peu dans le détail, finalement, ça a été moins de leads en rendez-vous parce qu'on avait moins 4%. On a écarté en fait un peu de leads non pertinents. On a Voilà, c'est ça. filtré. Pour donner vraiment la priorité aux leads les plus intéressants. Mais surtout, là où le client nous attendait et là où il est content aussi parce que forcément l'impact est fort, c'est qu'on a eu des rendez-vous qui étaient plus pertinents. On voit bien, on a un taux de passage de rendez-vous en devis qui fait plus 15 et finalement qui aussi transforme mieux. On a finalement une meilleure efficacité commerciale vu qu'on a un taux de passage des devis en vente qui a explosé aussi vu qu'on a plus 58%. Donc même si le premier créneau finalement on peut se dire ah mince un peu moins, au final in fine ça porte ses fruits sur l'ensemble du funnel et surtout sur l'objectif final qui est quand même la vente. Donc, client content, agence content, j'ai envie de te dire. Donc, un Donc, beau top. cas. Tout le monde est content. Et là, c'est moi qui vais te faire plaisir avec la cinquième question. La cinquième erreur, pardon, c'est du coup l'erreur qui consiste à ne pas utiliser ces données pour optimiser les campagnes. Et je sais que c'est quelque chose qui te tient à cœur, Aline. C'est vrai. Pour expliquer, en fait, en effet, moi, je suis issue du paid et donc la gestion de campagne, notamment Google Ads, Meta Ads. Donc, en effet, ça me tient à cœur. Et en effet, tout ce travail finalement de qualification, c'est une mine d'or pour les commerciaux, bien sûr, mais et aussi pour les marketeurs et les chefs de projet paid, clairement, dans le sens où le plus beau dans cette affaire, j'ai envie de dire, c'est qu'on va capitaliser en fait là-dessus. Finalement, chacun de ces éléments de qualification, chacune de ces étapes, c'est des signaux finalement et des éléments qui peuvent venir nourrir les algorithmes parce qu'on va avoir une data de meilleure qualité en temps réel et donc on va remonter ça dans nos campagnes en fait. Et ça, c'est vraiment le nerf de la guerre pour un chef de projet qui gère des campagnes paid, clairement, dans le sens où ça va lui permettre de vraiment mieux orienter ses campagnes. C'est-à-dire que par défaut, si on n'a pas ça, les algorithmes et les campagnes, ils vont cibler des leads. Et c'est déjà bien, j'ai envie de dire. Mais en fait, le mieux, c'est de pouvoir se dire, oui, mais ça, c'est un lead. Moi, ce que je veux, c'est un lead qualifié. Donc, je te renvoie la physionomie et le signal que oui, cette personne-là, que tu avais eu auparavant, c'est bien un lead qualifié. Que lui, en plus d'être qualifié, il est scoré. Que lui, c'est un rendez-vous. Que lui, c'est un client. Et finalement, ça va permettre d'orienter, de se dire, le client, je suis prête à l'acheter plus cher que le rendez-vous, et le rendez-vous un peu plus cher que le lead qualifié scoré. Et donc, ça donne plein de signaux Tu vas comme ajuster tes stratégies comme ça. Ouais. c'est du renforcement positif, si je schématise, c'est du renforcement positif pour l'algo, lui dire oui, oui, c'est bien eux comment aller chercher, et c'est aussi des signaux de ciblage en fait. Donc d'aller chercher des personnes similaires. C'est vraiment un cercle vertueux parce qu'en plus, ça va améliorer les campagnes qui donc du coup indirectement vont aussi elles-mêmes générer des leads plus qualifiés. Ouais. Donc c'est là où on voit que bien travailler après le clic, ça donne aussi un avantage compétitif avant le clic. Et c'est ça la magie de la data et des algorithmes. Donc ça, c'est hyper cool effectivement à mettre en place. Et ce serait quand même dommage de se priver de ça. Du coup, j'espère qu'on vous a convaincu de vous pencher sur ce qui se passe après le clic. On vous a donné pas mal de billes pour performer. Et maintenant, si vous voulez gagner du temps, nous, on a regroupé l'ensemble de ces solutions pour nos clients dans une solution qui s'appelle Boostlead. Et Boostlead, concrètement, ce que ça fait,
ça vient amplifier votre efficacité commerciale avec les exemples, les différents exemples qu'on a pu reprendre avec Aline un peu plus tôt, avec un live chat, des relances sur SMS, des relances SMS sur appel manqué, de l'enrichissement, de la préqualification. On va même jusqu'à prendre rendez-vous directement dans l'agenda de vos commerciaux euh, pour que ce soit vraiment toute cette chaîne de valeur-là, elle soit traitée sans que vos commerciaux aient à bouger l'oreille et qu'ils reçoivent juste des leads de meilleure qualité à la fin. Tous ces outils en un seul. Et peut-être pour répondre, parce que je sais que souvent nos clients, ils se posent la question, tu vois, d'un énième outil, ça peut être pas mal d'infrastructures, parfois DSI ou autre. Donc, ça peut Ouais. être une question. Merci d'aborder ce point-là, Aline. C'est hyper important. Le but, c'est pas d'empiler un outil. C'est d'ailleurs pas un énième outil qu'on vient empiler. Boostlead, en fait, on vient s'interfacer avec votre écosystème existant sans le remplacer. En gros, on prend les leads, on les enrichit, on les préqualifie, on prend rendez-vous directement dans l'agenda et on remet les leads là où ils auraient dû arriver dans le CRM ou dans l'agenda de vos commerciaux. Donc, vous n'avez rien à changer dans vos habitudes. Simplement, vous avez des leads dans votre CRM qui sont boostés. Donc, c'est vraiment transparent pour l'utilisateur final. Parce qu'on sait que si on demande aux commerciaux d'aller utiliser un nouvel outil, ça peut être galère. Déjà, on se bat pour qu'ils remplissent le CRM. Donc, Tu parles, hein, tu l'as été, tu l'as dit. oui, c'est ça. Donc, je m'auto-flagelle là-dessus. Mais du coup, en conclusion, le message qu'on voulait vous faire passer aujourd'hui, c'est que les investissements dans les outils de la transformation, ils sont super rentables. Ouais, complètement. Et pour vraiment prendre, comme on s'est dit, on a eu à cœur de pas mal illustrer avec des cas clients. Et donc, pour prendre notre cas de ce fameux client menuiserie là jusqu'au bout, au final, c'est un coût par lead qui a augmenté, certes, mais 3 euros par lead. Donc, l'investissement reste raisonnable, j'ai envie de dire, et en termes d'impact sur son CPL. Et surtout, c'est la mise en perspective par rapport à son impact en termes de rentabilité. Au final, c'est plus 15% de chiffre d'affaires sur les ventes qui ont été traitées par Boostlead et surtout avec une rentabilité plus forte parce qu'on a un moins 5% de cost, donc de ratio investissement sur chiffre d'affaires généré. Donc vraiment un effet hyper bénéfique au final sur l'ensemble du funnel de ce client-là. Ouais, c'est vraiment important. Et c'est le message de fin qu'on voulait vous faire passer, c'est que si vous êtes marketeur, il faut absolument vous aligner avec vos équipes commerciales. Et ça passe notamment par suivre le bon KPI pour optimiser vos actions. Donc en 2010, on regardait les CPC. En 2020, on est passé au CPL. Mais en 2025, en 2026, le KPI phare, ce sera vraiment le coût par vente. C'est en tout cas le défi qu'on vous lance aujourd'hui. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on aime travailler avec nos clients, parce que finalement, nous, notre job en tant qu'agence d'acquisition, c'est d'accélérer votre croissance, votre chiffre d'affaires, vos ventes, et pas d'empiler des leads inutiles dans votre CRM. Donc, c'est vraiment ça l'objectif et l'enjeu le défi qu'on vous lance pour cette nouvelle année. Voilà, c'était mon petit mot de la fin. Si vous avez des questions, on y répondra avec plaisir. Vous pouvez nous envoyer un mail à ism@humans.fr. Vous l'avez compris, c'est des sujets qui nous passionnent. J'espère qu'on aura pu vous transmettre un peu de cette passion pendant cette masterclass. Donc, n'hésitez pas à nous poser des questions. On y répondra avec plaisir. Et si vous voulez aller un petit peu plus loin, si on vous a convaincu de vous pencher sur ces sujets post-clic, on a 3 possibilités pour vous d'aller un peu plus loin. Il y a le livre blanc que vous pouvez télécharger, dans lequel on revient en détail sur ce qu'on a vu aujourd'hui. Vous pouvez aussi aller écouter le podcast Les héros de la vente où Myriam, notre directrice générale, a traité ce sujet-là avec Alexandre Baquet. Et vous pouvez aussi carrément nous booker un rendez-vous sur notre site pour qu'on estime ensemble si c'est un sujet pour vous et dans quelle mesure Boostlead peut avoir un impact sur votre pipeline commercial. Donc, n'hésitez pas, ça nous fera plaisir d'aller un peu plus loin avec vous sur ces sujets-là. Il me reste plus qu'à vous remercier, à te remercier, toi, Aline. Merci beaucoup, c'était très cool d'évoquer ces sujets-là avec toi. Non, mais merci à toi et avec un grand plaisir en tout cas. Et bien, top. À une prochaine pour un nouveau sujet alors. À bientôt. Au revoir.
pas cliqué sur arrêter l'enregistrement.